Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le Centre de croissance d'Abitibi-Ouest poursuit son œuvre de belle et de bonne façon. Alors, pour nous en parler, elle vient faire son tour assez régulièrement et ça nous fait toujours plaisir de la recevoir. C'est la directrice générale du Centre de croissance, Mme Élise Bouchard. Madame Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, Madame Bouchard. Bien, merci, Gabi. Le centre de croissance, bon, c'est un centre qui fonctionne très, très, très bien, puis toujours dirigé de main de maître en plus de ça. Alors, le centre de croissance, qui était fermé pour l'été, puis là, on l'a réouvert récemment pour la nouvelle saison. Est-ce que c'est habituel qu'on ferme durant l'été? Oui, c'est vraiment une question de financement. Ah, OK. Parce que, puis on se dit aussi que les apprenants, l'été, il y a des gens qui vont dehors et tout ça, mais c'est vraiment prime abord le financement qui fait que les activités s'arrêtent, même après l'autofinancement qu'on fait, là. OK. Si on jetait juste un bref coup d'œil sur le centre de croissance, c'est financé, est-ce que c'est financé à même le budget du service de santé d'Abitibi-Témiscamingue? C'est financé comment, le centre de croissance? Le centre de croissance est financé par le ministère de l'Éducation. Par le ministère de l'Éducation. Okay. Nous avons par contre des ententes de service avec le Centre local d'emploi. OK. Fait qu'à ce moment-là, vous devez faire une campagne de financement qui est excessivement importante. On va en parler juste un petit peu là, vers la fin de l'entrevue. Les services que vous offrez, moi, des fois, les gens vont dire, oui, mais regarde, ils se répètent, là, on le sait, mais il n'y a pas tout le monde qui le sait. Puis le centre de croissance, c'est un centre vraiment important. Il a sa raison d'être. Alors, si on parlait justement, là, dans les services que vous offrez, puis est-ce qu'il y en a de nouveaux services à comparer avec les autres années? Oui, bien sûr, Gabi. Nous sommes ouverts depuis depuis le 15 septembre. Et déjà, nous avons 30 apprenants chez nous, ce qui veut dire avec 30 places. Donc, les places sont tous occupés. Et c'est complet à 30? À 30, c'est complet. Okay. On se rend habituellement jusqu'à 40 parce qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent sur des qui sont rattachés à un contrat au niveau d'une entente de service qu'on a avec le Centre local d'emploi, qui, eux, doivent se présenter 20 heures semaine. Okay. Et il y a d'autres gens, avec l'argent du ministère de l'Éducation, viennent sur une base volontaire, c'est-à-dire une journée, 2 jours, ce qui nous donne la chance de pouvoir aider 42 apprenants par année. Par année. Nous offrons des ateliers chez nous, des ateliers académiques, de connaissances générales, de connaissances de soi. C'est si important de se connaître si on veut aller plus loin dans la vie, oui, si on veut se rattraper dans la vie. Donc, on a aussi des ateliers d'art pour que les gens puissent s'exprimer par l'art chez nous. C'est très important. On a des formations en cuisine et nous avons aussi de l'informatique et de la diction. Ça, les gens qui vont dans ces ateliers-là, les gens qui vont vous voir au centre de croissance, ce sont des gens qui veulent apprendre à lire, apprendre à écrire, ils veulent devenir plus autonomes. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça. Les gens qui arrivent chez nous, c'est des gens qui ont eu parfois une enfance très difficile, qui n'ont pas eu la chance en réalité d'apprendre. Et ces gens-là arrivent chez nous avec leurs faiblesses. Ils ne reconnaissent aucune valorisation d'estime de soi. Ils apprennent à découvrir chez nous leur force, leur autonomie et d'avoir le goût aussi. C'est pas chez nous, c'est pas au centre de croissance que tu vas t'instruire. Par contre, on va t'offrir la chance d'avoir le désir d'aller plus loin. Le désir d'aller vers le marché du travail, le désir de retourner aux études, de la formation en cuisine. Exemple, nous avons cette année, c'est-à-dire l'an passé, il y a 3 personnes
de chez nous qui se sont retrouvés au centre professionnel au niveau de la cuisine professionnelle. Pour nous, Gabi, c'est une très belle réussite. Ben, je comprends, c'est sûr. 3 personnes qui ont eu le goût, qui ont découvert le goût chez nous d'aller plus loin, qui ont fait une formation au niveau de la cuisine. Donc, autrement dit, vous faites découvrir à des personnes qui ont un certain talent, pour ne pas dire un talent certain, mais que vous allez leur faire découvrir à ce moment-là. Oui, leur talent, tout le monde a des talents. Leurs talents sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu différentes situations dans leur vie qui les ont amenés à tout arrêter. Et bien sûr, on recommence avec ces gens-là, avec un grand respect. Chez nous, on travaille avec les gens individuellement. Parce que c'est important, c'est pas tout le monde qui est rendu au même endroit, au même moment, puis toujours cela dépend de ce qu'ils ont vécu, avec le vécu qui arrive chez nous. Même que des fois, ces gens-là, je dis des fois, puis même souvent, c'est des gens qui vont nous apprendre plein de choses aussi. Parce qu'on parle pas des adolescents, hein, des jeunes adultes. On parle des gens de 35, 40, 50, 60 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup dans notre territoire ici, Madame Bouchard, des gens qui sont encore analphabètes? Est-ce qu'il y en a... parce que nous autres, on est dans le 21e siècle. On est à l'approche de 2010, donc déjà une décennie d'entrée dans l'an 2000. Puis très souvent, on ne peut penser qu'il y a autant de personnes qui sont analphabètes. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup chez nous, là? Ce qui est triste, chez nous, en Abitibi-Ouest, il y a encore au moins 3 personnes sur 5. 3 personnes sur 5? Qui sont analphabets. Comme justement hier, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, j'ai dit à la dame, signe le document. Pour l'aide que tu me demandes, tu dois signer le document. Et la dame, elle m'a dit, je m'excuse, mais je suis pas capable. À ce moment-là, il y a d'autres procédures. On continue quand même à aider les gens. Mais ça, cette dame-là que je recevais pour une demande d'aide, je me rendais compte qu'elle avait besoin plus que ça. Et je lui ai offert nos services. OK. C'est donc dire, quand vous dites 3 sur 5, c'est quand même 60 %. Là. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Moi, je trouve ça énorme. J'aurais pensé peut-être le contraire, 2 sur 5. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que les gens ici, c'est des gens, qui sont très débrouillards. C'est des gens ça ne paraît pas. Ça, c'est vrai. Ça ne paraît pas. Aujourd'hui, en 2008, on peut dire que c'est encore tabou. Les gens sont tellement efficaces. On ne veut pas le dire. C'est tout à fait normal. On sait signer son nom, puis c'est assez. Et voilà. Mais nous, on leur donne le goût d'aller plus loin, puis d'apprendre. Donc, le français, la mathématique, c'est très important. Est-ce que vous avez conçu des documents là, qui sont adaptés, qui peuvent desservir vos ateliers académiques, disons? Bien, certain que le Centre de croissance, après plusieurs réflexions, on a mis en marche un projet de 3 volumes différents, c'est-à-dire ça a 3 volets. J'apprends, j'améliore et je perfectionne mon français, mon maths et mon informatique. Okay. Le premier volet a pu prendre jour face à un projet de IFPCA au niveau du ministère de l'Éducation. Nous venons de terminer le 2e volet qui j'améliore et ceci a été réalisé grâce à l'aide, à l'appui du Centre local d'emploi d'Abitibi-Ouest. Qui est un bon partenaire? Qui est un très bon partenaire pour nous. Okay. Et bien sûr, nous avons aussi, parce que nous, on parle toujours d'autonomie, donc on se fait le devoir d'être autonome nous aussi. De nous, bénévolement, les employés, on a travaillé des outils de travail qu'on avait besoin pour nos apprenants. Donc, on avait des gens qui, malheureusement, ne savent même pas l'heure. On a monté un document
très facile à comprendre et pour pouvoir montrer l'heure aux gens. On a aussi monté des facilitants qu'on appelle chez nous, et ça, c'est l'équipe de travail bénévolement qui travaille très fort là-dessus. Et puis, on a monté des facilitants pour les gens qui apprennent au son lorsqu'ils arrivent chez nous. OK, oui, ça va aller plus loin par la suite, mais les gens qui travaillent au son, on a monté des documents. Au niveau de la formation de la cuisine, on a chevauché la formatrice, on lui a aidé, on a apporté notre appui, et avec les apprenants qui apprennent, qui veulent aller soit vers le marché du travail ou retourner aux études ou se retrouver aux professionnels, ils ont monté tous ensemble un livre de recettes. Des recettes faciles, on s'entend bien, pas dispendieux, parce que on voulait qu'il y ait beaucoup de gens en besoin qui aient accès. Les mots faciles aussi, dans notre langage. Madame Bouchard, le temps file beaucoup. Comme d'habitude, vous faites une campagne d'autofinancement qui se termine toujours au mois de, je pense, au mois de mai, quelque chose du genre par Sachante en Abitibi-Ouest. Est-ce que c'est la même chose cette année? Est-ce que votre campagne d'autofinancement est débutée ou quand elle va débuter? Notre campagne de financement est débuté déjà parce que il y a certaines activités différentes, les unes et les autres. Nous faisons l'empaquetage chez Maxi. C'est des membres bénévoles. Okay. C'est des apprenants qui viennent. Donc, on a déjà 2 journées qui ont été consacrées à ça. Et bien sûr, ça a encore lieu cette année. Déjà, les apprenants sont en train de pratiquer des sketchs humoristiques. Déjà, ça va très bien. Et on a toujours la loterie, donc vous allez voir dans les choses à venir qui vont vous être présentées. Parce que si on se reporte à l'an dernier, votre campagne a rapporté près de 15 000, entre 14 et 15 000 $. Oui. C'est important pour vous autres? L'important, c'est primordial même. Tu sais, j'irais plus loin parce que on terminerait en avril. Okay. Donc, pour donner le meilleur service possible, le plus longtemps possible, c'est l'équipe de travail qui fait ce travail-là. Alors, encore que cette année, vous allez avoir un souper soirée bénéfice. Oui, bien sûr. On en parlera, c'est certain. On va vous réinviter pour en parler. Et très vitement, Madame Bouchard, est-ce qu'il y a des activités spéciales pour les fêtes qui s'en viennent? Oui, bien sûr. Nous sommes déjà commencé à pratiquer nos apprenants parce qu'on veut qu'ils s'investissent. Et bien sûr, il va y avoir encore une chorale comme l'an passé. On va aller faire des représentations comme on a fait à l'Apollino, à la salle des jardins. Donc, le centre de croissance est vraiment entre bonnes mains. Ça va très bien également. Madame Bouchard, je vous félicite de tout l'ouvrage que vous faites. Vous avez une équipe vraiment formidable. Et puis, on va vous réinviter aussi parce que vous avez d'autres projets, d'autres activités et ça nous fera toujours plaisir de vous avoir en entrevue, Madame Bouchard. Bien, merci beaucoup, Gaby. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, ça vous sent à une courte pause et puis on vous revient immédiatement après. Restez là. On dit que ça prend un paresseux qui baisse facilement les bras, un faible, que ça prend une personne qui pense juste à elle, ou quelqu'un qui manque de courage pour faire une dépression. La dépression est une maladie. Personne n'est à l'abri. L'histoire de l'île Nepawa en 30 linogravures. Voilà une des nombreuses œuvres de mon invité, M. Roger Pellerin. M. Pellerin, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai visité ça, votre exposition à l'île Nepawa. C'est au Verger de l'île de M. Drapeau. C'est 30 linogravures qui, justement, nous donnent l'histoire de l'île Nepawa. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et je vous en félicite, M. Pellerin. Expliquez-nous, pour le commun des mortels, comme moi, qui ne connaît à peu près pas la peinture, qu'est-ce que c'est? La linogravure. Qu'est-ce que la linogravure? Parce que moi, je m'en excuse, mais c'est la première fois quand j'ai vu votre œuvre que je voyais une linogravure. Je ne savais même pas c'était quoi. En fait, la linogravure, on peut dire que c'est qu'est-ce qui est plus connu, c'est la gravure sur bois. C'est la même chose,
c'est de la gravure en relief. OK. Au lieu de prendre une planche de bois, je prends du linoléum, une planche de linoléum. Ce qui me permet de graver dans tous les sens. Ah, OK. Tu sais, dans une planche de bois, puis j'aurai le fil du bois, puis bon, ben là, c'est plus délicat. Oui, là, exactement. Alors, je fais mon dessin, et puis je creuse partout les blancs. Ah oui. Je creuse ça avec une petite gouge. Ah oui. En fait, c'est une sculpture, c'est un bas relief. C'est genre sculpture, exactement, oui. C'est un bas relief qu'on pourrait dire. OK, ben oui. Alors, je sculpte partout, puis une fois que ma planche est terminée de sculpter, que tous les blancs ont été enlevés, je mets de l'encre là-dessus avec un rouleau. Après, je mets une feuille de papier, puis je frotte à l'envers. Puis c'est ce qui me donne une estampe. OK. Puis là, je peux en imprimer autant que je veux. C'est-à-dire, je peux en faire 20, 50, 100. OK. Tout ce que j'ai à faire, c'est de respecter le code d'éthique de l'estampe, c'est-à-dire des numérotés, 1 à 50. OK. Et puis, de ne pas en faire plus que ce que je vais écrire. Fait que souvent, quand on voit le petit chiffre dans le coin, là, sur 20, sur 30, OK. 50, c'est le nombre total des estampes qui ont été faites. OK. Alors, puis en principe, après ça, on détruit la plaque, ou bien on la rend inutilisable, ou bien on en dispose. Quoi. Parce que vous ne pouvez pas vous en servir une autre fois? Non, parce que j'ai déjà écrit 50. Ah, mettons. OK. Fait qu'à ce moment-là... Si j'écrivais 1000, ben, je pourrais en imprimer 25 ou ça, tu sais, peu importe. OK. Là. C'est le respect, si on peut dire, de notre parole qui est écrit là. Tu sais, on a marqué là, 50, 50, on a marqué ça veut 100. dire qu'on arrête là. On arrête là. OK. Une question de même, M. Pellerin. Là, on vient de savoir c'est quoi qu'une linogravure. Pour un peintre comme vous, la différence entre linogravure et faire une peinture? Ben, il y a tout le côté, c'est-à-dire, ben d'abord, c'est un multiple, hein. C'est qu'au lieu d'en avoir seulement qu'une, ben je vais en avoir 25 ou 30. Voilà, On va pas en donner en cadeau. Oui. Il m'en reste toujours une quand même. Tu sais. Il y a le multiple, c'est la diffusion dans la population. Tu sais, c'est que je vais rejoindre plus de personnes. Plus de personnes. Ça, c'est le côté pratique, si on peut dire. OK. L'autre aspect, c'est que, étant donné que je creuse des blancs, ben il y a des noirs. Alors, c'est tout l'aspect noir et blanc. C'est-à-dire que je crée des blancs, puis je crée des noirs aussi. Okay. C'est l'équilibre dans ça qui va me permettre de créer une image qui va être intéressante à regarder. Okay. Alors, c'est comme... moi, c'est comme une histoire que je raconte, mais je la raconte d'un seul coup. Hein? OK, dans un tableau. Oui, OK, exactement. Et puis, alors, c'est une technique qui, je trouve, qui est très intéressante. C'est la plus vieille technique d'impression, mettons, au monde, tu sais, qui a été... ouais. Pour vous, est-ce qu'il y a une différence en ce sens? J'aime mieux faire une linogravure qu'une peinture, ou vice-versa? C'est-à-dire qu'avec le temps, j'ai développé plus d'aptitude à faire de la gravure que la peinture. En peinture, j'en fais aussi de temps en temps, mais étant donné que je pratique moins ça m'intéresse moins maintenant. OK. Moins qu'avant. Oui, moins qu'avant. OK. Oui, je préfère plutôt la gravure. On ne peut pas faire cette entrevue-là sans parler de votre magnifique exposition qui est au Verger de l'Île. Moi, je l'ai vue, puis je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors, les gens qui voudraient se rendre, c'est une exposition qui est permanente. Et puis, si on en parlait un peu, ça a débuté comment? Il y en a combien? Moi, je vais vous laisser aller un peu. Comment cette idée-là est venue, tiens? En fin de compte, c'est des bourses du ministère qui nous obligent, d'une certaine façon, à se prendre un partenaire avec nous autres, qui va fournir 25 du budget. Alors, pour permettre à l'artiste de se rapprocher du public. Alors, tu sais, ça aurait pu être un motel, ça aurait pu être un club de golf, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être n'importe quoi, exactement. N'importe quoi, pourvu que c'est un partenaire qui va fournir un pourcentage et puis qu'après, l'œuvre va être exposée là. Alors moi, ça donnait bien avec Pierre puis son Verger de l'Île. Oui, parce que c'est pas loin de chez vous aussi. Exactement. Puis en fin de compte, l'idée m'est venue parce que souvent on dit l'île Nepawa, c'est un petit paradis. Puis, et je suis d'accord avec ça, oui. Puis j'ai retrouvé ça même dans des documents, des vieux documents qui datent du début de la colonisation, qui appellent ça comme ça. Puis là, je voyais Pierre avec son verger, mais je lui dis, crème, c'est bien trop vrai. Je dis, au paradis, il y avait un verger. Je lui dis, à l'île, il y a un verger. Donc, c'est la preuve, tu sais. Alors, c'est bon que vous connaissez. J'ai construit mon histoire autour de ça. C'est qu'au début,
les premiers colons, tout le monde qui a passé. Parce que l'île Nepawa aussi, c'est l'île où l'on s'arrête en passant. Où l'on campe en passant. Ce serait l'étymologie. Oui, exactement. Oui. Alors, je me suis dit, les gens, ceux qui ont passé à l'île, alors en commençant par les premiers défricheurs, après les colons, les pêcheurs, ils ont importé des gens des îles de la Madeleine à un moment donné, dans les années 40. Alors, et puis ces gens-là ont défriché la terre, ils se sont bâtis, puis ils ont été obligés de partir parce que des changements dans les subventions. C'est ça. D'autres sont revenus à la terre, le retour à la terre, les hippies. Tu sais, il y a eu un va-et-vient, un remplacement. Et puis aujourd'hui, ben, c'est plutôt côté écologique qu'on regarde. Alors, c'est toute cette histoire-là que j'ai voulu mettre en relief, tu sais, qu'on la voit, c'est ça. C'est comme, exactement. Ouais. Ça, il y en a 30? Il y en a 30. J'ai fait en 30 estampes. Moi, si je vous demandais 30 linogravures, moi, je les ai vues, je sais c'est quoi. C'est une exposition permanente à l'extérieur, il faut le dire. Oui. Vous n'avez pas peur que ça se brise? Ben, c'est parce que j'ai trouvé une méthode pour les imprimer. Au lieu d'imprimer sur papier, ceux-là, je les ai imprimés sur une tôle de récupération. Vous savez, quand ils font des portes, ils découpent dans le centre de la porte pour mettre la fenêtre. Pour mettre le châssis. Alors moi, j'ai récupéré ce trou-là, ils appellent ça des trous de porte. Oui, exactement. Et puis, ils vendent ça, je suis de la récupération. Alors, j'ai récupéré cette tôle-là, qui est galvanisée, et puis, je m'en suis servi comme une feuille de papier. J'ai imprimé là-dessus, puis ça a imprimé très, très bien. Ah oui. Est-ce que c'était une première expérience d'imprimer sur ça? Oui, pour moi, c'est une première expérience, puis je n'ai pas vu d'autres ailleurs non plus, là. Parce qu'habituellement, la feuille de papier, on frotte à l'envers. Hein? Oui, c'est ça que vous disiez tantôt. Pour un papier, ça va. Mais pour ça, il a fallu que je prenne une presse. Alors, une petite presse, là, exprès quand même, là, pour le papier. Puis en mettant pas le même à ce moment-là. Non, mais en mettant beaucoup de pression, là, ça imprime très bien. Puis il y a peut-être eu des petites retouches à faire, là, mais ça a bien été. J'étais content du résultat. Il y en a 30 linogravures qui, en fin de compte, qui expliquent le début de l'île Nepawa venir presque à aujourd'hui. Moi, si je vous demandais 30 linogravures pour Roger Pellerin, ça prend combien de temps à faire? Ben, en moyenne, là, on peut dire, j'ai calculé ça parce que c'est une question qui m'est posée souvent. Oui. Et puis, ça me prend à peu près 5 jours, une semaine pour en faire une. C'est-à-dire de la conception, à partir du moment où j'ai l'idée. Et puis, OK, je la dessine parce qu'en fin de compte, je la dessine 2-3 fois. Je la fais d'abord sur un papier. Ensuite, je viens mon papier parce que c'est à l'envers. Hein? Okay. Alors, je viens mon papier à l'envers sur ma planche de linoléum. En frottant, j'obtiens un fantôme de mon dessin. Là, je redessine. À chaque étape, je modifie un peu, tu sais, si j'ai d'autres idées, tu sais. Puis en même temps, après ça, je le grave. Quand je le grave, bien encore là, je peux modifier parce que je monte. Hein, dans... Oh oui, exactement. Et puis, fait qu'on peut dire, ça me prend une semaine. Une semaine environ, partir du début, aller jusqu'à la fin d'une linogravure, autrement dit. Oui. De une. Fait que ça veut dire qu'on parle quasiment de 8-9 mois que ça peut... c'est plus que ça. Ça m'a pris 1 an et demi, enfin. Un an et demi, OK. Oui, parce que entre les gravures, ben, il faut que je pense à demander à l'autre. Et puis, j'ai remarqué une chose, c'est que le temps, il est bien important dans ma démarche. C'est que les idées, ils ne me viennent pas toutes en même temps. Et puis, à un moment donné, ben, il faut, tu sais, je suis en attente, puis j'attends. C'est justement, ce n'est pas une commande qui vous est donnée. Fais-moi une linogravure de ça. On est 30 à faire. C'est pas ça. C'est que vous pensiez, je commence de même. Puis c'est pour ça, parce que ma prochaine question, c'était justement combien de temps de recherche pour créer vos œuvres. Oui, c'est ça. D'abord, j'ai fouillé un peu partout dans les livres, tout ça. Puis j'ai lu tout ce qui avait été décrit là, puis là-dessus. Puis là, ensuite, ben, j'ai pensé un peu à mon affaire, c'est-à-dire je l'ai fait d'un ordre chronologique, si on peut dire. Tu sais, au début, il arrive, c'est d'abord au début, il y a les Amérindiens, ensuite il y a les premiers qui arrivent, tout ça. Mais je les ai pas gravés nécessairement dans cet ordre-là. Ah, OK. C'est que j'ai toute mon histoire un peu, là. Vous saviez en gros ce que c'était pour donner. Oui. Et là, il s'agissait d'agencer. C'est ça. Comme à un moment donné, bon, ben, tu as l'arrivée des pionniers en train. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse un train. Fait qu'un bon matin, un bon coup, je disais, OK, là, on dessine un train. Puis, le monde autour. Bon, ça, c'est parfait. Puis, à un autre moment donné, c'est parce que ma documentation, je la prends un peu partout aussi. À un moment donné, j'ai vu un petit thème du Canada qui représentait un orignal, qui était super beau, tout petit.
J'ai dit, crime, c'était un bel ornial, ça. Chez nous, on a. Ben oui, j'ai besoin de ça, moi, un ornial. Fait que j'ai fait photocopier, il a agrandi, puis une fois qu'il était agrandi, ben, je m'en suis servi pour créer mon propre... Ça, c'est la dernière page de mon livre. Fait que c'est un peu comme ça, là. Puis là, mettons, on peut dire, des fois, la nuit, je me couche, là je pense, puis je me dis... là, tout à coup, j'ai une idée. Alors, c'est pour ça que je dis que le temps est bien important, parce qu'il faut que je les laisse venir, les idées. OK. Parce que c'est un peu comme un écrivain, c'est un peu... Vous êtes peintre. Je le vois comme ça, moi. Ce n'est pas comme une personne qui fait du 9 à 5, assis dans un bureau, il va à tous les jours, il y a de l'ouvrage à faire. Vous, je suis certain que c'est comme je disais tantôt, une personne qui écrit une journée, ça marche pas... c'est un peu ça, vous aussi. Ce n'est pas à tous les jours. Tout d'un coup, vous avez une journée où vous pouvez avoir des idées extraordinaires, puis le lendemain, mais ça ne marche plus du tout. C'est comme ça aussi. C'est un peu comme ça, oui. Mais j'ai quand même une discipline, c'est-à-dire qu'à tous les jours, je m'assois devant ma table, puis qu'est-ce que je fais? Puis si j'ai vraiment rien à faire, au bout d'une heure, ben là, je fais d'autres choses. Okay. Mais je m'astreins quand même à être là pendant un certain temps pour voir, Puis si j'ai une idée, ben, en fin de compte, la gravure aussi, c'est ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Alors, si je peux en faire pendant 15 minutes, c'est parfait. C'est ça, exactement. Puis, on vous qualifie d'artiste marginal. J'ai lu ça, moi, quelque part. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, c'est le fun. Enfin, ça ne me dérange pas. Ça vous dérange pas? Moi, j'aime mieux être marginal que d'être dans le troupeau. Et voilà, c'est très bien répondu. Il y a un documentaire par le cinéaste Patrick Pellegrino de Montréal, c'est ça? Oui. C'est un ancien journaliste de l'Écho, puis c'est un ex-résident de Lamotte en Abitibi. Oui. Ça fait un an qu'il vous suit, ou à peu près? Oui, un an et demi à peu près. Un an et demi? Quasiment à partir du début du livre, ou même un petit peu avant, là, mais je pense au début du livre. Comment on se sent de se faire suivre demain? Ben moi, quand Patrick m'a parlé de ça, d'abord, je me suis dit, c'est lui l'artiste, dans ce sens-là. J'ai dit, si tu penses que tu as un sujet qui est intéressant, moi, je suis prêt à collaborer. Et puis, je fais abstraction, si on peut dire, du côté vedette ou n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance, je me dis. Je fais confiance. Okay. Je me dis, fais quelque chose de bien. Puis, c'est parce que aussi, ça concerne l'art, tu sais. Puis moi, pour ça, je suis prêt à sacrifier, si on peut dire, d'autres choses. Fait qu'autrement dit, pour vous, vous ne jouez pas, et loin de là, à la vedette. Il vous suit dans ce que vous faites uniquement. Il ne serait pas là, puis ça ferait pareil. Ça ferait pareil, oui. C'est le côté artisan qui regarde, qui documente, et puis il pense qu'il va faire quelque chose d'intéressant avec ça. Fait que moi, je suis bien content. Ça fait quoi d'intéressant? Super. Très vitement, il reste à peine une minute, M. Pellerin. Il va au projet futur. Mettons, de ce temps-ci, la SAR, il a fêté dernièrement le 100e anniversaire des premiers arrivants à la SAR. C'est ça. Alors, j'ai fait une estampe pour Mme Vallée, pour ça. Et puis, c'est possible que maintenant, dans le temps futur, qu'il y ait des 100e anniversaires à tous les ans, ça va être le 100e de l'église, de la gare, tout ça. C'est possible qu'on travaille là-dessus. Je dis c'est possible parce qu'on ne sait jamais. Alors, merci beaucoup, M. Pellerin. Je vous remercie. On vous félicite pour cette magnifique exposition et on invite les gens aussi à aller la voir à l'île Knipawa, au verger de l'île de M. Drapeau. Merci beaucoup, puis on va sûrement se revoir parce que vous faites vraiment des œuvres qui sont magnifiques et extraordinaires. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.